Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La rupture entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel est-elle réversible? 6 mois de négociations, mais le Niger, le Burkina Faso et le Mali maintiennent leur départ. Le général Abdourahmane Tiani du Niger a réaffirmé l'engagement de l'AES à quitter la CEDEAO. Un siège pour 4 candidats en février 2025. L'Afrique élira son président de la Commission de l'Union africaine. Richard James Randria Mandrato, Ali Youssouf, Anil Gayan et Raila Ondinga s'affrontent pour renforcer la souveraineté économique du continent. Retour sur les discours de 3 de ces candidats lors des débats à Addis Abeba dans ce journal. Et à Lomé, Noël arrive en avance. La foire aux cadeaux a décidé de transformer la ville en un lieu magique où plus de 100 stands vous plongeront dans une ambiance de fête. Mais tout d'abord, la CEDEAO cherche toujours le dialogue. 2 médiateurs, les présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye et togolais Faure Gnassingbé ont été désignés pour tenter de rapprocher les positions malgré l'engagement ferme du Niger, du Burkina Faso et du Mali à quitter l'organisation. Une fenêtre de négociation reste ouverte jusqu'en juillet prochain, mais l'Alliance des États du Sahel s'organise déjà. Elle ouvre ses frontières aux ressortissants ouest africains et promet un partenariat apaisé. À la veille de la fête de l'indépendance, le général Abdourahmane Tiani à Niamey a qualifié cette rupture de moment clé pour la souveraineté et le développement de ces pays. Je vous propose de l'écouter. Comme vous le savez, notre pays a décidé, avec nos 2 autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible car longuement et mûrement réfléchie. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Aussi, elle a le mérite d'avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre à travers la CEDEAO, instrumentalisée et détournée depuis plusieurs années de ses nobles objectifs. J'aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et au-delà tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos pour nos pays et leurs nationaux. Et toujours dans l'actualité, la CEDEAO a décidé de créer un tribunal spécial pour juger les crimes commis sous le régime de Yahya Jammeh en Gambie. Lors de sa 66e session à Abuja, au Nigeria, les chefs d'État de la communauté ont validé cette initiative pour enquêter sur les violations des droits de l'homme entre 1994 et 2017. Le tribunal qui siégera en Gambie intégrera des juges et procureurs nationaux ainsi que des experts internationaux. Cette décision fait suite aux recommandations de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation qui avait demandé la poursuite de l'ancien président Yahya Jammeh. Le gouvernement gambien se félicite de cette avancée majeure en route vers une réconciliation avec sa région. En février 2025, l'Afrique élira son nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Avec une économie représentant 5,4% du PIB mondial, l'Afrique ambitionne de conquérir sa souveraineté économique. À cette heure, 4 candidats sont en lice. Richard James Randria Mandrato, ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de Djibouti, l'ex-premier ministre kényan Raila Ondinga et le Mauricien Anil Gayan, homme politique. Chacun présente une vision distincte mais converge sur un point essentiel, renforcer l'indépendance économique du continent. Retour sur le débat organisé vendredi dernier à Addis Abeba avec Samantha Saberou Sabwanga.
En février 2025, la Commission de l'Union africaine, CEA, aura à sa tête un nouvel exécutif. En marge de l'élection de la CEA, un débat sur les grands enjeux et défis du continent a été organisé vendredi 13 décembre 2024 à Addis Abeba entre les trois candidats à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Avec une économie estimée à 5,4% du PIB mondial, l'Afrique veut conquérir sa souveraineté économique pour impulser son développement. Ce qu'il faut faire, c'est de continuer à soutenir les efforts que nous avons faits. Il y a déjà un secrétariat qui existe à Ghana, le secrétariat de la ZLECAf. La ZLECAf, c'est juste une zone géographique, c'est toute l'Afrique. Nous n'y sommes pas encore à ce libre-échange. Mais si nous arrivons à faire en sorte que le libre-échange s'opère, et très vite, il est fort possible que nous triplons nos performances en matière de développement économique. Dans un contexte géopolitique marqué par plusieurs crises qui freinent son développement économique, les candidats à la présidence de l'UA proposent des visions divergentes mais convergentes sur un point, la nécessité de transformer le modèle économique en renforçant l'indépendance économique du continent. Je travaillerai à mobiliser et diversifier les sources de financement pour les programmes de l'Union et je m'attellerai à la tâche d'autonomiser financièrement l'Union africaine. L'intégration passe par le commerce et le commerce intra-africain doit aller au-delà des 18% affichés à ce jour. Je travaillerai à la levée des barrières non tarifaires. Selon les données de la Banque africaine de développement, la croissance du produit intérieur brut réel du continent devrait s'établir en moyenne à 3,8% en 2024 et à 4,2% en 2025. Ces chiffres sont supérieurs aux moyennes mondiales estimées à 2,9% et à 3,2% selon le rapport. L'infrastructure financière internationale a beaucoup joué en défaveur de l'Afrique, car les pays africains ont pu emprunter de l'argent à des taux d'intérêt très élevés par rapport à d'autres pays ayant le même statut que les pays africains. Nous devons repenser la question de l'infrastructure financière internationale, qui est, je pense, l'un des principaux points de départ. L'élection à venir ne sera pas qu'un simple scrutin administratif, mais un moment définitif pour repenser le modèle de développement africain. Le candidat élu aura la lourde responsabilité de tracer une nouvelle voie entre pragmatisme et ambition souveraine. Le Burundi atteint seulement 50% d'autosuffisance alimentaire en 2024. Le pays continue de faire face à de gros défis avec seulement 15% de ses routes pavées. Les échanges commerciaux sont limités et l'agriculture peine à répondre aux besoins de la population. Pour améliorer la situation, le gouvernement cherche à investir davantage dans les infrastructures et à moderniser l'agriculture. Le point avec Philippe Akwa. Les infrastructures au Burundi restent insuffisantes, avec seulement 15% des routes pavées, selon le ministère burundais des infrastructures en 2024. Cette situation limite les échanges commerciaux et entraîne l'accès difficile au marché agricole, impactant fortement les revenus ruraux. Nous avons un réseau routier de 7000 km de routes nationales et routes provinciales. Alors, les investissements qui sont requis dans les 10 prochaines années sont de l'ordre d'1,5 milliard de dollars pour les routes. Et encore une fois, la question que nous avons posée, la problématique qu'on a posée auprès des investisseurs, c'est de dire, si on ne met pas son 1,5 milliard dans les routes, ce qu'on va perdre en termes de carburant qu'on utilise, si on dépense près de 30 millions de dollars juste pour la consommation de carburant. Le secteur agricole, qui emploie 80% de la population, souffre d'une faible mécanisation et de rendement limité. Selon le Programme alimentaire mondial, les chiffres de 2024 montre que la production agricole ne couvre que 50% des besoins alimentaires nationaux, aggravant l'insécurité alimentaire. L'agriculture burundaise constitue le noyau. Et d'ailleurs, le gouvernement du Burundi a décidé de mettre la priorité number one au secteur agricole parce que nous sommes convaincus que l'agriculture peut transformer la vie de la population et surtout tirer la croissance. Parce que nous avons en même temps compris que vous pouvez avoir le bon des mines, mais lorsque vous n'avez pas d'aliments, lorsque vous n'assurez pas la sécurité alimentaire, vous allez importer
la nourriture. Pour surmonter ces défis, le Burundi doit renforcer ses investissements dans les infrastructures et moderniser l'agriculture. Le plan national de développement 2018-2027 prévoit des projets d'amélioration routière et de développement agricole, nécessitant des financements conséquents pour assurer une croissance durable. Une police plus proche des citoyens. Le ministre de l'Intérieur du Sénégal a validé ce lundi 16 décembre une nouvelle doctrine de police de proximité. Ce projet révolutionne la relation entre la police et la population en mettant l'accent sur la sécurité participative et la collaboration. L'objectif, faire de chaque citoyen un acteur de sa propre sécurité. À travers cette réforme, le Sénégal vise un système sécuritaire plus réactif et inclusif, aligné avec l'agenda national Sénégal 2050. Philomène T nous en parle. Dans un contexte mondial où les défis en matière de sécurité sont en constante évolution, le Sénégal a décidé de revoir sa stratégie pour mieux répondre aux préoccupations des populations. C'est à cet effet que le pays a fait un pas décisif vers une réforme de sa gouvernance sécuritaire avec l'adoption d'une nouvelle doctrine de police de proximité portée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Cette initiative ambitieuse qui repose sur les principes de sécurité participative vise à renforcer les liens entre les forces de défense et de sécurité et les citoyens dans une démarche plus inclusive et collaborative. Notre approche sécuritaire doit non seulement renforcer sa réactivité, mais également placer les citoyens au centre de nos préoccupations. C'est précisément l'ambition de cette doctrine nationale de police de proximité qui repose sur une sécurité participative, préventive et inclusive. Selon les autorités sénégalaises, ce changement vise à transformer la relation entre la police et les populations, jusqu'ici souvent perçue comme distante ou conflictuelle, en un partenariat actif où chaque acteur joue un rôle clé dans la prévention de la criminalité et le maintien de l'ordre public. Cette police de proximité, qui fera de l'écoute, de la médiation et de la prévention ses priorités, s'inscrit désormais dans une dynamique de collaboration continue avec les populations sénégalaises. Cet agenda trace les grandes lignes d'un Sénégal résilient, inclusif, en s'appuyant sur des principes tels que la transparence, la redevabilité et la participation citoyenne. La police de proximité contribue à renforcer la cohésion sociale, l'unité nationale et la légitimité des institutions sécuritaires. La mise en place de cette doctrine de police de proximité est une étape cruciale dans le cadre de la révision du système sécuritaire sénégalais. Elle s'inscrit pleinement dans l'agenda Sénégal 2050 du gouvernement, traçant les grandes lignes d'un Sénégal résilient, inclusif et sûr, où la sécurité est un pilier fondamental du développement durable. Esprit festif et générosité à Lomé, la magie de Noël est déjà là. À quelques jours des fêtes, la foire aux cadeaux transforme le pays en un véritable paradis de Noël. Plus de 100 exposants, 2500 visiteurs et des trésors pour petits et grands vous y attendent. Avec des stands diversifiés, des activités ludiques pour les enfants et bien sûr des cadeaux pour tous les goûts. Découvrons ce lieu où les rêves prennent vie dans ce reportage de Steven Midjola. L'esprit de Noël souffle sur Lomé. À quelques jours des fêtes de fin d'année, la foire aux cadeaux organisée par Anaïs Concept offre aux habitants de la capitale une opportunité unique de plonger dans la magie des fêtes. Entre lumière étincelante, musique festive et stands regorgeant de surprises, cet événement est bien plus qu'un simple marché, c'est une véritable célébration de la générosité et du partage. Pour moi, la foire aux cadeaux, ça signifie offrir un cadeau à quelqu'un, faire plaisir à la personne. C'est donner l'occasion à quelqu'un d'être heureux. Et en dehors des cadeaux, on se fait aussi plaisir, nous qui venons acheter les cadeaux. On danse, pour les enfants, on fait des jeux, ils ont l'occasion de gagner des choses, il y a un esprit de challenge et on passe un bon moment. En Afrique, selon un article de Investime publié en 2023, le secteur des jouets génère près de 60% de chiffre d'affaires aux commerçants pendant les périodes de fête et de fin d'année. Tandis que les petites et moyennes entreprises PME réalisent jusqu'à 30 à 40% de leurs revenus annuels. Durant la même période, la foire aux cadeaux offre également un espace aux exposants venus avec une diversité exceptionnelle
pour répondre à toutes les envies. L'esprit de Noël, c'est pas, ils sont des cadeaux qu'on offre à nos proches, à nos amis, à ceux qu'on aime. Donc du coup, quand ils viennent, on peut leur proposer de différentes sortes de chocolats basés sur l'âge aussi de la personne. On peut leur donner des propositions, quoi offrir. Et les gens viennent acheter de différentes sortes de chocolats et nous présentons des chocolats venus du Ghana et d'Europe. La foire au cadeau Lomé cette année, c'est plus de 100 exposants et près de 250 visiteurs venus par curiosité ou pour se préparer à offrir de belles surprises à leurs proches et familles. Elle est bien plus qu'un lieu de shopping pour les fêtes de fin d'année. C'est un espace où petits et grands viennent vivre des moments d'émerveillement et d'ambiance familiale et de convivialité où chaque petit cadeau peut créer un grand bonheur. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.